et bienvenue sur Hélène Wonderbooks pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on va parler de livres et cette fois-ci, il s'agit de ma palle pour le Cold Winter Challenge auquel je participe pour la première fois cette année. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, je suis encore très en retard dans la présentation de ma palle, même si en fait je l'ai déjà préparée depuis un petit moment. Il y a pas mal de livres que j'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et que finalement je n'ai pas lu. Vous allez les retrouver de nouveau dans cette vidéo. Par contre, je ne m'attarderai pas dessus. Je vous mettrai le lien pour les vidéos dans lesquelles j'avais déjà parlé de ces livres-là, pour ne pas me répéter plusieurs fois, surtout pour les personnes qui ont déjà vu ma palle précédente. Le Cold Winter Challenge a été organisé pendant plusieurs années par Margot Liseuse, mais cette année, en fait, elle a passé le flambeau à une autre youtubeuse, puisqu'elle ne voulait plus continuer de le faire, ce qui se comprend. Et donc cette fois-ci, c'est l'Enluminé qui organise cette nouvelle mouture. Et donc je vais vous mettre le lien vers sa vidéo, comme pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est beaucoup plus pratique d'aller voir la vidéo d'origine pour comprendre comment ça fonctionne, plutôt que chaque YouTuber reprenne les explications pour ces mêmes challenges. De nouveau, comme pour la plupart des challenges, on se retrouve avec un ensemble de catégories dans lesquelles on va essayer de caser nos lectures. Également, comme pour la plupart de ce type d'exercice, le but c'est de lire, c'est surtout de se faire plaisir et surtout pas de se mettre la pression, puisque la lecture ne doit pas être un fardeau, bien au contraire. Donc on lit ce qu'on peut, on case les livres un petit peu comme on veut. Si ça ne correspond pas tout à fait, on peut toujours détourner un petit peu. Et bien entendu, comme tout le monde, c'est ce que j'ai fait. Il y a certaines catégories où j'ai un peu fait le forcing, mais c'est pas grave, ça me permet de lire des choses que j'ai envie de dire et au final, c'est le plus important. Également, comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, je vais être obligée de regarder mon écran d'ordinateur régulièrement, puisque je ne connais pas toutes les catégories par cœur. Donc pour pouvoir les citer au fur et à mesure, pour ne pas non plus être... pour pas tout mélanger, tout simplement. Donc la première catégorie s'appelle la magie de Noël. Elle est elle-même divisée en 4 sous-catégories, dont la première est Under the Mistletoe, donc sous le gui, et dans laquelle j'ai mis 2 lectures. Donc Under the Mistletoe tourne autour de la romance de Noël, les livres feel good ou qui se passent à Noël ou au jour de l'an. C'est une catégorie qui à la base ne m'inspirait absolument pas. Moi les romances, c'est pas mon truc, les livres feel good, c'est pas mon truc non plus, donc ça a été un petit peu difficile de trouver quelque chose. Et puis finalement je me suis d'abord tournée vers un classique. Il s'agit des Contes de Noël de Dickens, puisque je ne les ai encore jamais lus, alors qu'ils sont célèbres, alors que dans certains pays, en particulier le Royaume-Uni, les enfants le lisent tous les ans. Il y a aussi des adultes d'ailleurs qui le lisent tous les ans, et qu'il y a d'ailleurs certains films qui en ont été tirés. Et je n'ai jamais vu les films, je n'ai jamais lu les livres, donc il est peut-être temps de s'y mettre. Comme c'est un grand classique, je ne vais pas forcément beaucoup m'étendre dessus. Un chant de Noël raconte l'histoire d'un vieux grincheux qui s'appelle Scrooge. Il me semble d'ailleurs qu'il y a eu un film qui s'appelle Le Noël de Monsieur Scrooge ou quelque chose comme ça. C'est pareil, je ne l'ai jamais vu, mais le nom me dit fortement quelque chose. C'est un livre assez court puisqu'il fait moins de 200 pages. Et puis un classique, je pense quand même qu'il faudrait que je lise. En même temps, il est parfaitement dans l'ambiance de Noël. Et ça me permet quand même de ne pas forcément rentrer dans tout ce qui est romance de Noël, feel good, etc. pour lesquels j'ai vraiment aucune affinité. Celui-là me tente quand même un petit peu, ça m'a l'air d'être une histoire assez sympathique. Et puis voilà, ça me permettra tout simplement de lire un classique de plus. Toujours dans cette catégorie, puisqu'elle permet de placer des romans ou des histoires dans l'ambiance de Noël et qui se passent pendant Noël, je me suis permise de rajouter Le Père Noël assassiné de Kenneth Andersen. J'avais du mal à lire le nom. Qui est un auteur danois que je ne connais pas, donc ce serait le premier roman de cet auteur que je lis. Et apparemment, il faut prendre le titre au pied de la lettre, puisque ce roman commence avec le meurtre du Père Noël, de ses reines et des lutins qui travaillent pour lui. Donc le but de l'histoire va être apparemment de restaurer la magie de Noël et d'arrêter la terreur qui s'est abattue depuis ce meurtre. Donc ce roman est classé dans les catégories policier, fantastique et horreur.
Donc on est déjà beaucoup plus dans le type de roman que j'aime lire. Et puis justement par rapport à l'attachement apparemment qu'il y a autour de Noël avec l'histoire de ce roman, ça m'a l'air assez original et assez intriguant. Deuxième sous-catégorie pour la magie de Noël, il s'agit de la sous-catégorie raclette. Qui me rappelle à quel point je ne peux pas accéder au fromage français ici, ça me désole, mais j'ai pas le choix, surtout avec le coronavirus, je ne peux même pas m'en faire envoyer. Donc pour cette sous-catégorie, il s'agit d'histoires de famille, d'amis et de secrets. Donc j'ai choisi un roman et un graphique. Qui n'ont rien à voir avec la raclette par contre. Le premier, j'ai remis l'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, qui est un policier qui se passe en Écosse et dont j'avais déjà parlé pour le Pumpkin Autumn Challenge, puisqu'il fait partie des livres que malheureusement je n'ai pas eu le temps de lire. Et j'ai également rajouté Solitude d'un autre genre, qui est un graphique de Kabi Nagata, qui a été beaucoup conseillé par Quentin de la chaîne Cornelius et qui me tentait déjà depuis un petit moment. Donc Kabi Nagata en fait raconte sa vie personnelle tout simplement, où puisqu'elle se sent très seule, très isolée et elle veut devenir mangaka. Bien entendu, ça permet aussi de voir certains pans de la société japonaise dont on n'entend pas souvent parler et en tout cas que les gens ont plutôt tendance à cacher. Et dans sa solitude et parce qu'elle a besoin d'un minimum de tendresse, elle va finir par faire appel à une prostituée. Et ce qui est d'ailleurs quelque chose qui est assez courant ici malheureusement, puisque les gens manquent beaucoup d'affection et en même temps ils ne savent pas du tout l'exprimer. Donc c'est vrai que les prostituées sont un moyen comme un autre de pouvoir pallier à ce manque. Mais je parlerai très certainement de ce sujet un peu plus après avoir lu justement ce roman graphique. Donc apparemment c'est un manga qui a beaucoup touché les lecteurs, toutes les personnes que j'ai entendu parler de ce livre apparemment le conseille très très fortement. Donc voilà, donc je me suis dit que ça collait plutôt bien avec tout ce qui était famille, amis et secrets, puisque c'est cette solitude et aussi certaines choses dont elle ne se permet pas de parler qui vont la conduire à une situation personnelle au final malheureusement très commune, qui est celle de l'isolement, de la solitude, et qui peut parfois pousser à des tentatives de suicide ou à d'autres choses. Toujours dans la magie de Noël, la troisième sous-catégorie, c'est Danse de la fée dragée. Alors, pour celui-ci, il faut des livres qui tournent autour du rêve, de l'onirisme, de la fantaisie ou du fantastique. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre puisque j'ai repris 2 livres que j'avais déjà dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit des Lions d'Al-Rassan de Guy Gabriel Kay. Donc ce livre est de la fantaisie historique, c'est-à-dire que ça se passe c'est de la fantaisie, c'est-à-dire que le monde est créé, les noms sont créés, c'est censé se passer dans un monde que l'on ne connaît pas, qui n'existe pas, mais qui est très très fortement inspiré d'épisodes historiques que l'on connaît. Et ici, il s'agit du califat de Cordoue. Et également la foire des ténèbres de Ray Bradbury, qui se passe dans un cirque, mais qui est du fantastique. Et effectivement, c'est très 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 onirique. Alors pour celui-ci, en fait, il va être à cheval entre les deux challenges, puisque j'en suis à la moitié. Je l'avais déjà commencé pour le Pumpkin, et là je suis à peu près à mi-chemin, donc je vais le terminer pour ce challenge. Effectivement, il est très très onirique. Alors d'habitude, j'aime beaucoup l'écriture de Ray Bradbury. Pour l'instant, j'apprécie aussi beaucoup ce roman, mais il est vraiment très particulier, donc je l'avance très lentement. Le langage est vraiment très spécial, c'est un petit peu difficile à décrire comme ça, donc je pense qu'il sera plus facile d'en parler une fois que je l'aurai terminé. Deuxième catégorie de ce challenge, il s'agit d'hivers mystérieux. Et la première sous-catégorie est Yule, pour lequel il faut choisir dans les thèmes de la mythologie, des légendes et des divinités. Alors pour celui-ci, j'ai choisi un graphique dont le nom m'a tout de suite attiré puisqu'il s'appelle Jizo. Donc il faut savoir que Jizo est une représentation de Bouddha, ou plutôt d'un bodhisattva,
et que l'on retrouve quasiment partout ici au Japon. Il est souvent représenté sous la forme d'un tout petit moine, voire d'un enfant, et il a souvent un chapeau ou un bavoir rouge, voire les deux, et parfois également des vêtements tricotés par les gens. Il est le protecteur des enfants et des voyageurs, donc c'est sans doute parce qu'il représente les enfants qu'il est à ce point-là représenté un petit peu partout ici au Japon. Alors pour ce graphique, c'est effectivement le titre qui m'a attirée et puis également la couverture que j'ai trouvée très très belle avec ce temple de nuit et la voie lactée que l'on voit juste au-dessus. Par contre, je ne connais absolument pas les auteurs, encore une fois, mais bon, en même temps, c'est à ça aussi que servent les challenges, c'est-à-dire à découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux auteurs, des nouveaux illustrateurs, et puis ça fait aussi partie du plaisir justement. Donc l'auteur est Antoine Doll et il y a également Monsieur Tan et Mato. Alors s'il y en a qui connaissent, éventuellement dites-moi ce que ça donne parce que en fait, je ne sais absolument rien de ce livre à part la couverture et le titre qui m'ont beaucoup plu. Et en fait, j'avoue que je n'ai même pas regardé les dessins à l'intérieur. Ça, c'est plutôt rare, mais c'est vrai que je l'ai pris un petit peu d'office. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça sera une bonne surprise. Deuxième sous-catégorie, il s'agit de La Reine des Neiges. Donc pour celle-ci, il fallait choisir un livre qui tourne autour des femmes de pouvoir, du féminisme et des sorcières. Alors pour celui-ci, je reprends Circé, que je n'ai pas encore eu le temps de lire et que j'avais déjà prévu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc encore une fois, je n'en reviens pas dessus, non seulement parce que j'en ai déjà parlé, mais parce qu'il est ultra connu, tout le monde en a déjà parlé dans quasiment toutes les chaînes YouTube, je dois être l'une des dernières à ne pas l'avoir encore lu, mais j'espère que ça va bientôt changer. Voilà, alors par contre le problème c'est vrai que pour tous ces challenges ces derniers temps, j'ai choisi pas mal de livres qui sont quand même assez conséquents. Alors celui-ci n'a pas l'air très gros, mais c'est écrit tout petit. Pas que ça me dérange parce que si l'histoire est bonne, forcément je vais me régaler. Mais j'ai les yeux plus gros que la tête. Parce que je ne sais pas si les yeux plus gros que le ventre, ça fonctionne en lecture. On va dire les yeux plus gros que la tête. Et je choisis toujours des tonnes de bouquins et j'ai jamais le temps de les lire. Alors c'est un petit peu frustrant, mais petit à petit on va y arriver. Toujours dans cette sous-catégorie, parce que je pense que la vie d'une femme aventurière colle parfaitement avec le thème, je vais lire la suite de Une vie avec Alexandra David Néel. Donc il s'agit du tome 4, puisque j'ai déjà lu les 3 premiers tomes en début d'année. Et alors cette bande dessinée retrace la vie d'Alexandra David Néel. Ça a été fait avec la participation d'une femme en fait qui a travaillé avec elle pendant toutes ces dernières années et qui était à son service 24 heures sur 24 en permanence et donc qui raconte en fait non seulement les derniers instants de cette femme mais toutes les histoires qu'elle a racontées, tous les livres qu'elle a écrits, en fait vraiment tout autour de sa vie, ses aventures. Et très sincèrement j'ai lu les 3 premiers tomes. J'avais déjà de l'admiration pour le personnage d'Alexandra David Néel, qui est quand même assez hallucinant de savoir ce qu'une femme a pu faire à cette époque-là, à une époque où les femmes avaient très peu d'indépendance. Elle a voyagé, elle a eu des aventures avec les hommes, elle a fait des choses incroyables que les hommes n'avaient pas encore fait. Non seulement elle était exploratrice, elle a aussi été la première femme à entrer à Lhasa, au Tibet. À une époque où effectivement tout était fermé, ce n'était pas possible. Il a fallu qu'elle se déguise, il a fallu qu'elle traverse des forêts, des montagnes, enfin et pas n'importe quelle montagne, l'Himalaya quand même. C'était une force incroyable et jusqu'aux dernières minutes de sa vie, cette femme a dégagé quelque chose d'absolument hallucinant. Et ces bandes dessinées qui relatent sa vie, donc qui sont sa biographie tout simplement, sont vraiment extrêmement bien écrites, extrêmement bien dessinées et c'est absolument... C'est un vrai régal. Je ne peux que les conseiller. Alors même si là effectivement je suis en train de parler du tome 4 en général, mais je parle aussi des premiers tomes. Si vous êtes un tant soit peu intéressé par l'Asie, par la vie des explorateurs, des aventuriers, et puis même tout simplement si vous vous intéressez à la vie que peut avoir cette femme en général, qui était aussi très érudite, très... lisez-le. Franchement, lisez-le. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus, c'est un régal absolu. J'ai presque envie de dire, le premier tome n'était qu'une introduction, donc je l'ai trouvé très intéressant. Mais par la suite, je ne pouvais pas décoller mon nez. J'ai eu énormément d'émotions en suivant la vie de cette femme, la façon avec laquelle c'est écrit, avec laquelle les choses sont exprimées.
Très sincèrement, faut pas se priver. C'est un régal absolu. Si en plus vous aimez un tant soit peu voyager, ou voilà. Moi, je dis à 100%, allez-y. Alors, les auteurs, il s'agit de Frédéric Campois et Mathieu Blanchot. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autre pour le coup, parce qu'effectivement, je me suis complètement plongée dans cette série-là sans aller chercher qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre. Mais si vous les connaissez et qu'éventuellement vous pouvez me conseiller d'autres ouvrages de ces deux auteurs, allez-y, vous notez en commentaire. Troisième sous-catégorie pour Hiver mystérieux, il s'agit de New Year, New Me, donc qui tourne autour de la métamorphose, transformation et évolution. Alors pour celui-là, j'ai choisi une bricasse, mais coup de peau, je l'ai déjà pas mal avancé. Il s'agit de Dune de Frank Herbert, puisque j'ai décidé de participer à la lecture commune qui est organisée par Quentin de la chaîne Cornelius, et que nous sommes plusieurs à suivre sur sa chaîne Discord. Donc là aussi, je vais vous mettre tous les liens nécessaires dans les notes sous cette vidéo. Alors Dune, pour moi, c'était vraiment très très mal parti. À la base, je ne voulais pas faire cette lecture commune parce que j'avais eu une très mauvaise expérience avec ce livre. Et puis finalement, à force de lire les commentaires, les gens qui se motivaient, etc., je me suis dit, est-ce que vraiment ça serait un mal? Et puis je suis revenue sur l'expérience que j'ai eue avec ce livre. Et puis en fait, c'est tout simplement que j'ai lu Dune, j'avais 10 ans. Voilà, c'est aussi bête que ça. Le problème, c'est que Dune, c'est de la science-fiction, c'est très dense, c'est quand même assez compliqué. Il y a des scènes, sincèrement, quand on est une petite fille, qu'on n'a jamais lu ou vu ce genre de choses, ça m'a, très sincèrement, il y a des scènes qui m'ont choquée. Et ce qu'il y avait entre les scènes choquantes, j'ai rien compris. Tout simplement. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que depuis, j'ai toujours eu un petit peu ce veto sur Dune alors qu'il s'agit d'un monument de science-fiction. Que même si je m'y suis mise sur le tard, ben il faut avouer que maintenant j'adore la science-fiction. Je m'y suis mise sur le tard pour les livres, mais c'est vrai que j'ai commencé assez tôt pour tout ce qui est dessin animé, film, etc. Mais par contre, à l'époque où j'ai lu ce livre, c'était vraiment ma première expérience avec la science-fiction et ça a été un plantage total. Et comme quoi, faut pas se fier à ses premières expériences. J'ai à peu près lu un tiers du livre pour l'instant, puisque effectivement je suis la lecture commune, même si je suis encore en retard, mais c'est pas grave. Et très sincèrement, je suis en train de me régaler. J'ai fini le livre 1, apparemment c'est la partie où les gens ont tendance à s'ennuyer, et ben moi ça me plaît beaucoup. Donc je pense que l'expérience ratée d'il y a très longtemps va se transformer en quelque chose de complètement différent. Mais conclusion à la fin du livre. Alors, troisième catégorie de ce challenge, il s'agit de marcher ensemble dans la neige. Ce qui me donne bien envie d'ailleurs, mais vu comme c'est parti, je crois que c'est pas ici que je vais avoir de la neige. Première sous-catégorie, il s'agit des reines du Père Noël, et donc ça tourne autour des animaux, de la nature et de l'écologie. Alors pour celui-ci, j'ai choisi un classique sans en être, puisque j'ai choisi Moby Dick, mais pas Moby Dick d'Herman Melville. Il s'agit pourtant d'un classique que j'ai envie de lire depuis très longtemps, mais je ne connais pas forcément très bien l'histoire, mais je sais déjà que c'est l'histoire d'un homme qui chasse une baleine et qu'il s'agit de l'histoire de cette chasse à la baleine, de l'homme qui affronte la nature, etc. etc. Sauf que même si je sais que les gens ont vécu de ça sans forcément, comment dire, penser à mal, ou il fallait bien qu'ils se nourrissent, hein, faut pas déconner. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai du mal à lire une histoire où il y a un homme qui chasse un animal pendant toute l'histoire, même s'il y a une morale, même s'il y a tout ça. Alors peut-être que je me régalerai, je n'en sais rien, mais j'ai cette réticence depuis longtemps, et du coup j'ai envie de le lire parce que c'est un classique. Mais je le prends toujours à reculons. Donc du coup, il y a une adaptation qui a été faite par Christophe Chaboutet, dont j'ai déjà lu Tout seul, que j'avais beaucoup aimé. Tout seul était un roman graphique qui se passait également au bord de la mer, puisque l'histoire se passait dans un phare, et il s'agissait de l'histoire d'un homme difforme qui est né en fait et qui a grandi dans ce phare complètement isolé du monde, et qui essaye de comprendre en fait le monde au-delà de la mer, c'est-à-dire le monde sur Terre, le monde de notre civilisation, et qu'il n'a qu'un dictionnaire pour essayer de l'imaginer. C'est un petit peu le mythe de la caverne, mais vu par quelqu'un qui habite dans un phare.
C'est un petit peu bizarre de comparer les choses comme ça, mais en fait c'est ça. C'est ça, voilà. Et donc le même auteur a adapté Moby Dick. Donc je me suis dit, en roman graphique, il y a des chances que ça passe beaucoup mieux, que ce soit plus facile à lire. Et puis, puisque j'aime déjà le travail de l'auteur, c'est plutôt bien parti. Par contre, l'avantage, c'est que si effectivement je vois que avec le roman graphique ça se passe bien, peut-être que ça me donnera beaucoup plus envie de lire le roman d'origine. Deuxième sous-catégorie pour marcher ensemble dans la neige, il s'agit de Aurore boréale. Donc là, les histoires doivent tourner autour d'une aventure, d'un périple ou d'un voyage. Et pour ceci, j'ai choisi un roman qui a, encore une fois, été très conseillé par Quentin de la chaîne Cornelius. Il s'agit de Apprendre 6 par bonheur de Becky Chambers. Donc Apprendre 6 par bonheur, il s'agit d'une équipe en fait qui est envoyée en exploration dans l'espace. Une équipe de gens qui représentent la diversité humaine, donc que ce soit dans les couleurs, dans l'orientation sexuelle, etc. Et apparemment qui bizarrement est de la science-fiction positive. C'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai que la science-fiction, en règle générale, a une tendance à être très pessimiste. La science-fiction, c'est un petit peu le... Comment dire? La science-fiction, c'est un petit peu le si. Et si telle ou telle chose se passait. Et ça permet de s'imaginer l'avenir de l'humanité, et il faut avouer que malheureusement, dans la plupart des livres de science-fiction, les auteurs et très certainement les lecteurs qui apprécient ces histoires pour une bonne raison ont tendance à ne pas imaginer l'avenir de l'humanité comme quelque chose de très positif. Apparemment, celui-ci, ça n'est pas le cas. Donc non seulement je suis curieuse par rapport à l'histoire, il a été très bien vendu par Quentin également, et j'avoue que ça m'intrigue beaucoup, puisque je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire avec une histoire d'exploration spatiale. J'ai tout à y découvrir. Troisième sous-catégorie pour marcher ensemble dans la neige, il s'agit de Carol of the Bell. Alors, cette fois, il faut un roman choral avec plusieurs points de vue ou plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Donc, cette fois encore, j'ai pris un livre que j'avais prévu pour le Pumpkin Autumn Challenge et que je veux vraiment lire parce que je veux le lire depuis des années. Il s'agit de Dracula de Bram Stoker et en plus, ça y est, j'ai la version papier, donc j'ai décidé finalement de me le prendre en anglais. Il correspond à la catégorie puisqu'il s'agit d'un roman épistolaire, c'est-à-dire majoritairement fait de coupures de journaux, de lettres, de communication entre différentes personnes et donc bien entendu qui exprime différents points de vue. Voilà. Et je suis très contente de mon édition. Alors c'était pas celle que je voulais au départ, mais je trouve quand même qu'elle est très jolie. Elle est dans les tons, bon pas dans les tons de Noël en même temps. Si c'est rouge. Si, Noël, il y a du rouge et du vert, il y a du rouge. C'est moitié Noël et moitié Halloween. Voilà. Et puis la tranche est complètement noire. Je la trouve super jolie. J'avoue, j'aime beaucoup cette édition. C'est les éditions, ça doit être Barnes Noble, ça, ou un truc dans le genre. J'ai pas les yeux en face des trous parce que je vois pas l'édition. Donc de toute façon, je vais la noter comme d'habitude dans la liste des livres que je vous présente ici. Et puis je vais pas revenir sur l'histoire de Dracula. Non seulement elle est connue, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Je suis désolée, je suis fatiguée. J'ai les mots les plus simples qui sont en train de partir loin. Voilà. Donc voilà, Dracula, tout le monde connaît. On va pas s'éterniser. Alors, quatrième et dernière, entre guillemets, catégorie. Entre guillemets parce qu'en fait, il y a une catégorie bonus ensuite. Et puis, il n'y a pas de raison, j'ai tout rempli au point où on en est. Faire des listes de livres qu'on va avoir du mal à lire, ça, je sais faire. Alors, première sous-catégorie, il s'agit des fantômes des Noëls passés. Alors là, il faut trouver des histoires de fantômes, de revenants, voyages temporels ou jeux avec les époques. Cette fois encore, j'ai sorti un livre que j'avais dans ma Pumpkin Autumn Challenge et il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier. Alors celui-là aussi j'ai vraiment envie de le lire, donc il serait peut-être temps que je le lise. Bon, en même temps il reste quand même un petit peu de temps. Certains des livres que j'ai présentés, j'en ai déjà lu au moins un tiers ou la moitié. Je me dis que même si je ne les lis pas tous, mais il y en a certains que je vais très certainement pouvoir écouler pendant cette période. Alors donc Rebecca de Daphné du Maurier, également je vais vous mettre, ça devient difficile à cette heure-ci, je vais vous mettre le lien vers la vidéo dans laquelle je parlais de ce livre.
Autrement, j'ai également choisi de lire, peut-être, parce qu'il s'agit de nouvelles, donc c'est plus facile, des histoires de fantômes d'Edith Wharton. Alors Edith Wharton, c'est également une autrice du 19e siècle dont j'entends parler depuis un bon moment, qui me tente un minimum, mais qui avait l'air d'écrire des histoires plutôt classiques, un petit peu dans le style de... Vraiment, je perds mes mots. J'avais Emma Watson en tête. Je vais y arriver. Jane Austen, pas Emma Watson. Pourquoi Emma Watson? J'en sais rien. J'ai dû penser à Harry Potter, je sais pas pourquoi. Bref. Donc, oui, je disais les histoires de fantômes d'Edith Wharton. Alors, en fait, moi, je pensais qu'elle écrivait surtout des romans, donc, comme je disais, du type Jane Austen. Mais en fait, elle a apparemment écrit pas mal d'histoires de fantômes, de revenants, de fantastiques. Alors, par contre, je ne les ai pas trouvées en français. J'ai juste trouvé une petite édition, mais qui n'est pas disponible en e-book. Alors que apparemment il existe plusieurs volumes en anglais. Donc même si je n'arrive pas à lire tout un volume, je vais quand même essayer de lire au moins une histoire, une nouvelle, histoire de voir, c'est le cas de le lire, de voir son style d'écriture et puis de voir tout simplement si ça me plaît. Dans tout ce qui est, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec ce type de littérature, tout ce qui est littérature horreur, histoire de fantômes, etc. La plupart des auteurs ont écrit des recueils de nouvelles, au moins un, voire plusieurs. Donc il est très facile d'essayer de découvrir le style d'un auteur en lisant une nouvelle occasionnellement. Et puis également pour voir si le type d'histoire nous intéresse. Donc c'est vrai que ça là-dessus, je ne crois pas qu'il y ait autant de recueils de nouvelles dans d'autres catégories de littérature. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais c'est vrai qu'en horreur ou fantastique, c'est quelque chose de très très courant. Donc s'il y a des auteurs comme ça pour lesquels vous hésitez, ou si vous ne savez pas vraiment si si cette catégorie de littérature est adaptée à vos goûts, franchement, essayez de lire une nouvelle de tel ou tel auteur. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Parce que l'horreur et le fantastique, ça n'est pas que du gore, que du dégoulinant. Je pense que je ferai un jour une vidéo vraiment sur ce type de choses. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y en a aussi pour tous les goûts dans l'horreur. Deuxième catégorie pour hiver obscur, il s'agit de frissonner sous un plaid. Alors ici, il fallait trouver de l'horreur, épouvante, thriller, suspense. Donc ça, c'était pas bien compliqué, mais j'ai quand même décidé de ressortir encore un raté de mon pumpkin. Et il s'agit de La Maison des Feuilles de Mark Danielewski. Donc c'était le livre dont je vous avais parlé pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour lequel en fait je ne savais pas grand chose, et justement il vaut mieux ne pas en savoir grand chose puisque c'est le format et c'est la présentation, le texte et l'écriture qui nous font rentrer dans l'histoire et qui nous font comprendre l'histoire. Donc moins on en sait, mieux c'est. Je vous l'avais présenté parce qu'effectivement il y avait des trucs super bizarres, c'était écrit dans tous les sens, avec des... Alors je suis désolée, il est tard, j'ai le cerveau qui fonctionne plus. Mais j'essaye, j'essaye, faut pas croire. Oui, enfin bref, avec des trucs éparpillés partout, des lettres, des phrases, des mots, il y avait du braille aussi, si je me rappelle bien. Voilà, donc j'aimerais bien le lire aussi. Et puis en plus, il est très épais, mais je me dis, vu que des fois il y a 2 mots, voire 3 sur plusieurs pages, ça devrait quand même se lire plus vite que ce que ça en a l'air. Troisième sous-catégorie pour hiver obscur, il s'agit de la nuit du solstice. Donc il s'agit ici uniquement de lire un livre de moins de 300 pages. Donc ça c'est plutôt facile, j'ai pas mal de livres, les nouvelles aussi justement dont je parlais plutôt peuvent parfaitement convenir ici. Et donc pour celui-ci, j'ai choisi 2 graphiques. Donc le premier, il s'agit de Nouveau Contact de Bruno Duhamel. Donc il s'agit d'une histoire qui raconte qui raconte à partir d'une créature qui est prise en photo, qui rappelle un petit peu le monstre du Loch Ness, comment les médias s'emparent de ce type de phénomène. Et il s'agit en fait d'une critique disons, de l'information sur Internet qui se répand comme de la poudre, et de toutes les conséquences qu'il y a autour de ça.
J'ai également choisi l'anniversaire de Kim Jong-il de Aurélien Ducoudray et Mélanie Halag. Donc il fait 128 pages, donc c'est pareil, ça rentre parfaitement dans la catégorie. Et effectivement, ça raconte en fait, la façon avec laquelle il fête l'anniversaire du grand dictateur, du grand chef Kim Jong-il vu à travers les yeux d'un enfant et qui effectivement raconte, même s'il s'agit d'une fiction, mais qui raconte effectivement comment se passent les choses lors de cet événement et qui permettent aussi d'en découvrir un peu plus sur la Corée du Nord. Donc c'est vrai que j'ai lu pas mal de choses sur la Corée du Nord depuis quelques temps. C'est un pays qui m'intrigue, comme beaucoup de gens je pense, puisque de nos jours c'est difficile de s'imaginer que non seulement un pays soit aussi fermé, mais à quel point aussi on peut endoctriner les gens. En même temps, l'endoctrinement ne se passe pas forcément que dans les dictatures, on a ça dans tellement de cas. On a ça vis-à-vis d'un chef politique, mais on a ça aussi vis-à-vis de chefs religieux, on a ça de... L'endoctrinement, malheureusement, est quelque chose qui est très répandu. Donc en Corée du Nord, c'est très extrême, mais finalement, c'est un phénomène qui est intéressant à comprendre parce qu'il y a des gens qui l'utilisent dans diverses occasions et dont peut-être on ne se rend pas compte dans notre vie de tous les jours également. Alors même si ça n'atteint pas ce point-là, mais c'est vrai que ça touche à beaucoup de sujets, bien entendu qui touchent la Corée du Nord, mais qui peuvent aussi toucher plusieurs pans de notre société. Alors, il y a une 5e catégorie qui est une catégorie bonus qui était censée remplacer l'une des autres catégories si on n'arrive pas à trouver l'inspiration. Mais comme je disais, allons-y, remplissons tout. Au pire, au final, c'est vrai que ça pourra peut-être remplacer certaines choses que je n'arriverai pas à lire. Mais bon, il y avait aussi des livres que j'arrivais pas à caser dans d'autres catégories. Je les ai casés là et puis on verra bien. Cette catégorie bonus s'appelle Au chaud devant la cheminée. Et elle a comme première sous-catégorie grands enfants. Et il faut juste choisir un livre jeunesse. Donc ça c'est plutôt facile parce que des livres jeunesse, il y en a quand même pas mal qui sont sympas. Et j'en ai choisi un dont tout le monde parle beaucoup depuis qu'il a été réédité par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Il s'agit de Anne of the Green Gables, dont j'ai tellement entendu de bien que très sincèrement j'ai juste envie de me jeter dessus. Alors déjà j'en avais entendu beaucoup de bien, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le lire ces dernières semaines, et donc je l'ai offert à ma mère, qui aime beaucoup lire aussi, puis je me suis dit, comme ça on verra bien, ça me permettra d'avoir un avis supplémentaire. Le problème c'est qu'elle a fini par m'envoyer des messages quasiment tous les jours, juste pour me parler de ce livre, de à quel point il était bien, etc. Voilà, maintenant je crève d'envie de le lire. Deuxième sous-catégorie de la catégorie bonus, il s'agit de vitrine de Noël. Donc il faut une lecture graphique ou avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Alors là j'ai galéré un petit peu, j'avais un petit peu de mal à trouver un truc graphique ou en tout cas avec des illustrations de Noël. Comme j'ai dit, c'est peut-être que dans certains feel-good ou certains types de livres j'aurais pu trouver, mais j'ai quand même fini par trouver mon bonheur grâce au fils de Stephen King, Joe Hill, qui a écrit un livre appelé Sans issue, Bienvenue à Christmas Land. Et je pensais en fait que c'était un roman, mais non, c'est un roman graphique, donc ça tombe bien. Je sais que l'histoire se passe dans un parc d'attractions autour du thème de Noël, justement. Donc là, on est dans la catégorie. En plus, c'est parfait. Un parc d'attractions qui tourne autour de Noël, c'est vitrine de Noël. Sauf que c'est un livre d'horreur. On s'en fout. Ça montre Noël, c'est même une vitrine de Noël. Il y a des dessins, on est dedans. Dernière sous-catégorie de la catégorie bonus, il s'agit de Chocolat chaud, un livre qui apporte du bien-être. Alors ça peut être un roman, graphique, développement personnel, c'est vague, mais c'est vrai qu'un livre qui apporte du bien-être, c'est difficile à savoir avant de l'avoir lu. Puisque je pense aussi que c'est pas parce qu'un livre déclare qu'il va apporter du bien-être que ça va forcément nous toucher, nous personnellement. On est tous super différents, donc voilà. Donc pour cette sous-catégorie, j'en ai choisi 2, tant qu'à faire. J'ai choisi un roman et un graphique, un manga en fait. Alors pour le roman, j'ai choisi Tofi et moi de Sarah Crossan. Je me rappelle pas vraiment de quoi ça parle, à part qu'il s'agit d'une adolescente qui fuit sa maison ou sa famille et qu'elle va rencontrer une vieille dame qui perd la mémoire et qu'en fait elle va utiliser cette incapacité de la vieille dame
pour se faire héberger par elle et puis en même temps pour échapper à sa famille, mais qui apparemment c'est une histoire quand même qui a beaucoup plus de sens et qui a une raison d'être en fait entre ces deux femmes. Et il avait été très très conseillé par Piketty Bookin, dont je vous mettrai aussi le lien plus bas, si j'arrive à retrouver la vidéo dans laquelle elle en parle par contre. Ça va être un petit peu plus difficile, mais je vous mettrai de toute façon le lien vers sa chaîne. Elle en avait très très bien parlé, j'avais été vraiment très convaincue. Je n'ai pas forcément le même type de lecture que Stéphanie sur sa chaîne, mais c'est vrai qu'il y en a certains dont elle parle d'une telle façon, très sincèrement, ça donne vraiment envie de les lire. Donc c'est pas du tout le genre de lecture auquel je suis habituée, mais je me dis pourquoi pas, j'aime bien le changement aussi. Ensuite, j'ai choisi un manga que je voulais lire depuis un bon moment et puis je l'ai trouvé d'occasion. Il s'agit de Chi. Alors je crois qu'en français c'est Chi, une vie de chat. C'est écrit par Konami Kanata. C'est juste l'histoire d'un chat, tout simplement. Alors en fait c'est l'histoire d'un chat, si j'ai bien compris, qui découvre la vie. Voilà, il va être adopté dans une maison et on le voit réclamer, jouer à la balle. Il lui arrive pas des trucs absolument incroyables, c'est juste une vie de chat. Alors je pense que ça va être plutôt mignon et sympa à lire. C'est vraiment pour ça que je pensais qu'il collait dans la catégorie. C'est pas bien compliqué parce que si vous avez bien vu, je l'ai pris forcément en version originale puisque je peux trouver que ça. Et je me dis, bah, c'est un bon entraînement pour le japonais. Et puis, c'est pas compliqué. Et puis, ça va me plaire. De toute façon, il y a un chat. Donc, forcément, ça va me plaire. Et puis, je trouve les graphismes, franchement, super mignons. Voilà, je sais pas si vous les voyez un minimum. C'est bien dessiné, c'est mignon. Je l'avais déjà feuilleté. Je m'étais dit, ah, mais ça a l'air vachement bien. Donc, voilà, c'est l'occasion ou jamais. Et puis, comme la moitié du texte est miaou miaou, je pense que je vais m'en sortir. Et bien voilà, c'était ma palle pour le Cold Winter Challenge 2020-2021 parce que oui, on en a bientôt fini avec 2020. Alléluia, on attend tous ça. Malgré tout, j'espère quand même que je pourrai poster cette vidéo avant 2021 parce que quand j'upload, ça me prend un temps qui ne m'a pas l'air normal du tout. Mais bah, j'espère que ça va me prendre un peu moins de 2 jours cette fois-ci parce que quand même, ça fait un petit peu longuet. Et puis j'espère pouvoir publier mes prochaines vidéos assez rapidement, ce qui devrait cette fois être le cas puisque je suis bientôt en vacances. Voilà, et bien je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je me les souhaite à moi aussi parce que j'espère que je vais avoir beaucoup de bonnes surprises et surtout beaucoup de temps pour lire parce que j'attends que ça. Et puis de la neige, bon alors ça on verra bien, ça sera un petit peu plus aléatoire, voilà. Et bien je vous remercie et j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.